Bienvenue! Aujourd'hui, on s'attaque à deux mots qu'on mélange tout le temps en électricité, potentiel et tension. Pourtant, comprendre la différence entre les deux, c'est la clé pour tout maîtriser. Alors, on va démystifier ça ensemble en passant de la pure théorie à des applications très concrètes. C'est parti! Voilà la question qui tue. On a tendance à utiliser ces deux termes l'un pour l'autre, mais en réalité, la nuance est fondamentale pour comprendre comment le courant se déplace dans n'importe quel circuit. Et c'est exactement ce qu'on va éclaircir maintenant. Alors voilà le plan de match. D'abord, on pose les bases, potentiel contre tension. Ensuite, on se plonge dans un circuit pour voir ça en action. Et après, on sort la boîte à outils avec 3 applications pratiques, comment protéger un appareil, comment fonctionne un voltmètre et pourquoi les rallonges posent parfois problème. Allez, on commence. Première section, potentiel versus tension. C'est vraiment le concept de base. Une fois que c'est compris, tout le reste devient beaucoup plus simple. Bon, alors c'est là que tout se joue. Le potentiel, il faut imaginer ça comme une mesure à un seul endroit, d'accord? Et toujours par rapport à une référence, un point zéro qu'on appelle la masse. La tension, par contre, ça implique toujours 2 points. C'est la différence de niveau entre ces 2 points. C'est cet écart qui nous intéresse. Pour que ce soit limpide, on va utiliser une analogie. Pensez au potentiel comme à l'altitude. Chaque ville a sa propre altitude, mesurée par rapport au niveau de la mer, notre point zéro. Eh bien, la tension, c'est tout simplement la différence d'altitude entre, disons, Paris et Chamonix. C'est aussi simple que ça. Et cette analogie, elle se traduit parfaitement en maths, avec une formule toute simple. La tension U entre un point A et un point B, c'est le potentiel du point de départ A, moins le potentiel du point d'arrivée B. Voilà, c'est tout. Ok, la théorie, c'est bien beau, mais voyons ce que ça donne en vrai. On va suivre le potentiel pas à pas dans un circuit tout simple pour voir comment il se comporte concrètement. Voici notre terrain de jeu, une source de 10 volts et 4 résistances mises les unes à la suite des autres. Un petit coup de loi d'Ohm et on sait que le courant est le même partout dans ce circuit, 1 mA. On garde ce chiffre en tête, il est important. Et voilà, c'est là que la magie opère. On va suivre le chemin du potentiel ensemble. On démarre tout en haut, au point A à 10 volts. Hop, on traverse la première résistance et là, on perd 1 volt. Résultat, au point B, on n'est plus qu'à 9 volts. On continue notre descente, on passe R2, on perd 2 volts de plus. On se retrouve à 7 volts au point C. C'est vraiment comme si on descendait un escalier marche par marche. Chaque résistance est une marche qui nous fait descendre un peu plus, jusqu'à arriver tout en bas, au rez-de-chaussée, notre fameuse masse à 0 volts. Bon, la théorie est digérée. Maintenant, on passe à la pratique. Voici le premier outil qu'on ajoute à notre boîte. Comment une simple résistance peut résoudre un gros problème de tension. Imaginons le scénario. On a une alimentation qui sort 400 volts, mais la lampe, elle, n'en veut que 230. Si on la branche en direct, c'est le drame. Elle grille instantanément. Alors, comment on fait ? La solution, c'est d'ajouter une résistance additionnelle. Son unique mission dans la vie, c'est de se sacrifier en quelque sorte. Elle va absorber la tension en trop, la manger, pour que notre lampe reçoive pile ce dont elle a besoin pour fonctionner. Pour le calcul, c'est un jeu d'enfant. On doit faire disparaître 170 volts. On sait que la lampe consomme 22 mA. Il suffit d'appliquer la loi d'Ohm pour trouver la valeur exacte de notre résistance bouclier. Et voilà le chiffre magique, 730 ohms. On met une résistance de cette valeur juste avant la lampe et le tour est joué. La lampe reçoit ses 230 volts et tout le monde est content. Problème résolu. Deuxième outil pratique. On va reprendre exactement le même principe de résistance additionnelle, mais cette fois pour booster les capacités d'un appareil de mesure essentiel, le voltmètre. C'est un paradoxe intéressant, non ? Le cœur d'un voltmètre, sa petite bobine de mesure, est hypersensible. Alors comment diable peut-on lui faire mesurer des tensions des milliers de fois plus fortes que ce qu'elle peut encaisser ? Eh bien, la réponse est encore une résistance en série. En fait, quand on tourne le sélecteur de calibre sur un voltmètre, on ne fait que choisir une résistance additionnelle différente. Pour mesurer jusqu'à 60 volts, le voltmètre va utiliser la grosse résistance de 18 000 ohms. Elle prend la quasi-totalité de la tension sur elle, laissant passer juste le petit courant nécessaire pour faire bouger l'aiguille. Malin. Allez, dernier outil et dernier cas pratique. C'est un problème qu'on a tous tendance à oublier, mais qui peut ruiner un projet. L'effet de la longueur d'un simple fil électrique. Ah ça, c'est le genre de situation qui rend fou, pas vrai ? On branche une longue rallonge pour son outil, et la déception. Il tourne au ralenti ou tire, il ne démarre même pas. Pourtant, on est sûr que la prise au mur, elle, fonctionne parfaitement. Mais alors, qu'est-ce qui cloche ? Le coupable, c'est ce qu'on appelle la chute de tension en ligne, parce qu'un fil électrique, même en cuivre, n'est pas un conducteur parfait. Il a sa propre petite résistance. Et quand le fil est très long, cette petite résistance s'additionne et finit par consommer une partie de la tension pour elle-même. Et la résistance de ce fil, donc la tension qu'on va perdre, elle dépend de 3 facteurs clés. Sa longueur, bien sûr, mais aussi son épaisseur.
Un gros fil laissera passer le courant plus facilement. Et enfin, le matériau. Un fil en cuivre et un fil en aluminium n'auront pas du tout la même résistance. Regardons un exemple concret. Un radiateur branché au bout de 30 mètres de câble. Un calcul rapide nous montre que le câble à lui seul a une résistance de 0,7 ohms. Le résultat, on perd presque 4 volts en chemin. Notre radiateur, au lieu de recevoir 230 volts, n'en reçoit plus que 226. Et cette petite différence, elle peut suffire à ce qu'il chauffe moins bien. Pour résumer, on a vu 3 applications très concrètes qui découlent toutes du même principe. Savoir gérer la chute de tension. C'est ce principe qui nous permet de protéger un appareil, de rendre un voltmètre plus performant ou d'éviter les mauvaises surprises avec une rallonge. Et pour finir, une petite question pour la route. On a vu ce qui se passe sur 30 malheureux mètres de câble. Maintenant, essayons d'imaginer cet effet, mais multiplié par des millions et des millions de kilomètres de lignes à haute tension qui quadrillent la planète. La quantité d'énergie perdue chaque jour sous forme de chaleur est juste astronomique. Ça donne à réfléchir, non ?